Bien, bonjour et merci d'être avec nous jusqu'à 14 h. Nous avons beaucoup d'artistes avec nous qui vont débuter. On va commencer par Léna Blou, bonjour. Bonjour. Je devrais dire docteur Léna Blou. Oui, pourquoi pas. Oui, c'est bien son nom. Tessiva, qui est lauréate du tremplin talent, elle sera à Terre de Blues. C'est ça, bonjour. Et Tamango is coming from USA and Guyana. French Guiana, New York. Et c'est un danseur de tap. On va parler avec lui tout à l'heure. Barbara Montpierre sera aussi avec nous plus tard. C'est la chroniqueuse du ZCL. L'isolement, comment sortir et le vaincre, elle va en parler. Jean-Luc Céligny, vice-président de la commission de développement territorial de Cap Excellence, sera aussi avec nous, avec Mariam Gembe. Et on va terminer avec le pianiste Thomas Jasminski, puisqu'il fait un classical jazz quartet pour Chevalier de Saint-Georges, et puis Magali Marcin, comme tous les mardis, chroniqueuse sur le numérique. Voilà un petit peu la liste de nos invités. Ils sont intéressants, nombreux, sont des artistes pour la plupart. Les infos, c'est Imagnos, bonjour. Bonjour Danick, bonjour à tous. Aujourd'hui, au niveau de l'actualité, on va parler des impôts, puisque la saison a commencé et un atelier pour les jeunes a été mis en place pour leur permettre de bien déclarer leurs revenus en ligne. On reviendra aussi sur le dispositif Papi et Mamie Trafic, donc avec la ville de Bémao, où les papis et mamies participent à la sécurité routière désormais. Il sera aussi question de l'aménagement de la plage de la Chapelle à Anse-Bertrand, donc avec de nouveaux équipements et notamment une aire de jeu associée à la biodiversité et à l'histoire de la commune. Il sera aussi question du prix Carbet des lycées, donc la proclamation du lauréat a été faite sur Petit-Bourg, et on reviendra sur la foire de Paris où le président de la Chambre de métier a pu être interrogé par Maurice Cessé. Voilà pour les titres de l'actualité. Bien, voilà, merci. Donc, Iman, on va commencer par la danse, puisque nous avons... C'est la seule doctoresse en danse qu'on a en Guadeloupe. Hein. Et même pour Guadeloupe, Martinique, Guyane, je crois. Hein. Bienvenue, Léna. Alors, il va y avoir un événement, puisque Léna, quand Léna va venir ici, c'est qu'elle y a une fête. Alors, qu'est-ce fête fête, eh bien, il commençait hier. Oui. Depuis lundi, la Fabrique. Oui, bien sûr, à la Fabrique. Invité Tamango, qui sont chorégraphes, danseurs de tap dance, plus vulgairement claquettes. Et en fait, quand j'invite Tamango, ça correspond un peu à la philosophie dans laquelle s'inscrit la Fabrique. En ouverture. En ouverture, et surtout faire... connaître, je suis obligée de dire ça parce que je pense que personne ne connaît Tamango. En Guadeloupe, je parle en Guadeloupe, mais c'est de privilégier nos gens de cette grande Caraïbe, pour moi le continent américain, donc et de choisir aussi des personnalités artistiques qui ont une grande expérience, qui ont une grande expertise de leur discipline, et c'est de nous faire connaître entre nous qu'il y a en Guyane Tamango, et aussi rappeler aux danseurs, aux amateurs, que les claquettes, c'est comme une forme de danse traditionnelle des Américains, qu'on voit moins, parce qu'on voyait ça avec Fred Astaire. Voilà. Et c'est ça, en fait, c'est briser un peu cette image que, si on dit comédie musicale, tout le monde va dire Fred Astaire, on oublie les artistes noirs qui ont créé cette danse. Et je crois que c'est un peu ma mission que j'ai choisie, c'est qu'il y a une descendance et qu'il faut mettre des visages, des noms sur cette filiation des Noirs qui ont créé quelque chose. Et on a une grande connaissance de ce que l'Europe a apporté. Et on a une très grande méconnaissance sur ce que nous avons apporté, quelquefois sur nous-mêmes. Et qu'on continue à apporter. Et que nous continuons. La preuve, c'est que nous sommes là. Justement. Alors, quand même, il faut le dire, Léna, il y a un petit événement jeudi, quand même. Il y a un événement jeudi, je ne sais pas si je dois le dire là, mais il y a un événement jeudi qui correspond un petit peu à cette idéologie qui est peut-être pas, qui n'a pas été comprise tout de suite, même en Guadeloupe. J'étais assez... en fait, en marron, quoi, oui, en marginal. Vous voulez te marginaliser, je voulais pas être marginalisée, mais je trouvais ça logique que si je suis en Guadeloupe, j'ai appris le métier de danseuse, j'ai fait ma formation comme beaucoup de danseurs, donc avec le classique, le contemporain, toutes ces techniques qui sont merveilleuses, mais je trouvais ça pas normal que dans mon espace de danse, qu'il n'y ait pas le gros cas, à ma manière, que j'appelle la technique K.
ou que je ne réfléchisse pas sur les connaissances et les savoirs. Donc, d'où l'aboutissement à être docteur, inviter des artistes plutôt caribéens. Ça, je suis revenue en Guadeloupe en 87 et en 88, je faisais venir des Trinidadiens, des Cubains. De tout le temps, j'ai toujours fait ça. Et ça paraissait pas, c'était pas mis en lumière, mais en fait, je n'ai pas changé. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a un label qui correspond en fait à cette manière de penser l'art dans la Caraïbe, qui s'appelle La Fabrique, l'atelier de la fabrique artistique. Donc AFA, donc c'est une bonne chose parce qu'avoir un label, c'est-à-dire, je ne dirais pas une reconnaissance, mais un label, c'est-à-dire ça, nommer les choses, un peu comme le Bigidi. Nous n'y encore nous, mais moi, le fait de l'avoir nommé, ben, ça nous permet de nous ancrer. Et donc, ça permet de mieux situer la fabrique, et pour les artistes, et pour sur le plan international, parce qu'en partant l'école, on entend l'école, on entend Bigidi, et là, c'est Bigidi qui signait. Donc, ça va se faire jeudi de manière officielle. C'est une reconnaissance du ministère de la Culture qui reconnaît que ce travail que je fais, cette philosophie, je veux vraiment parler de philosophie, a du sens pour le monde d'aujourd'hui aussi, hein, pour répondre aux enjeux à la fois politique, artistique, intellectuel, que cette grande Caraïbe a sa place et c'est une légitimité. Et moi, c'est ma petite pierre à l'édifice au nom de la fabrique. Donc, j'avoue que je suis extrêmement touchée et reconnaissante. Et surtout, quand les choses sont bien, c'est la réaction de mon peuple. Parce que vous la connaissez pas. Donc, quand il y a mais si vous te méritez, c'est que voilà, ils sont en accord avec ça. Voilà, exactement. Donc, je suis très contente. Donc, jeudi, c'est la signature officielle de la reconnaissance de la fabrique en tant que label. En tant que label de Centre caribéen de recherche chorégraphique. Parce qu'il faut dire aussi, avant de donner la parole à Tamango, que tu as beaucoup exporté aussi la danse guadeloupéenne. Qui pays où pas aller? Mais le Japon. Ah, le Japon, le Japon. J'attends sur Tamango pour m'emmener. Le Japon, l'Australie, le pôle Nord. Il y a encore beaucoup de pays, Mayotte. Enfin, il y a beaucoup de pays que je dois continuer à diffuser sur deux plans, la pratique, bien sûr la transmission de la technica, donc du gros cas à ma manière, la théorie, parce que ça c'est important, et puis la création à travers la compagnie Trilogie. Donc là, bientôt j'irai en Allemagne pour un spectacle et pour faire des conférences, voilà. Donc ce qui est bien, c'est que avant, j'étais obligée un peu d'envoyer une bouteille à la mer. Je dirais que maintenant, spontanément, de pays comme l'Allemagne, on t'appelle. Voilà, et qui connaît le travail et qui me choisissent par rapport à, je dirais, la pensée avant-gardiste. Et ça me conforte que la Caraïbe, nous avons vraiment quelque chose à apporter au monde. Tamango, bonjour. Alors, pourquoi les claquettes s'appellent tap maintenant, tap dance? Bon, je pense que ça s'est toujours appelé tap, mais on les appelait claquettes. C'est les Français qui l'appellent claquettes. Ah, c'est les Français qui l'appellent comme ça. Oui, c'est un mot français, claquette. Oui. Ça fait très... claquette, ça fait pas très important. Aux États-Unis, ça s'appelle tap déjà, même à l'époque de Fred Astaire, ils appelaient ça... C'est pas que ça s'appelle. C'est un mot anglais, tap, which is tap. When you tap something, ça veut dire que tu fais ça. And dance. So it's tap dance. Oui. Mais personnellement, je l'appelle danse rythmique. Mais c'est personnel. Oui. Parce que je pense tap ne représente pas vraiment ce travail ou cette danse. Parce que tap en anglais, ça veut dire c'est quelconque. Oui. C'est quelconque. Tap, quelque chose à la source, mais ça n'a pas vraiment de nom pour une danse. C'est pas un nom pour moi qui est valable pour une danse, parce que ça pourrait être n'importe quoi, tap. Oui. Et comment c'est perçu au Japon? Oh, c'est très connu, c'est très apprécié. Oui. Le tap dance est très, très apprécié. D'ailleurs, un des plus grands producteurs de films est un très bon danseur, Kateshi Kitano. Donc, lui, il le fait, bien sûr. Et c'est quelque chose qu'on, peut-être au niveau de la France, au niveau de l'Europe, on n'a pas fait ce passage d'emmener cette danse afro. Oui. Parce qu'il faut le dire, c'est une danse afro au départ. Oui, parce que ça a été créé vraiment par les esclaves à qui on a enlevé les tambours. Ils ne pouvaient plus jouer les tambours de la main. Donc ça a été transcrit au pied.
Parce qu'aux États-Unis, c'était pas comme aux îles ou en Guyane où on peut cacher nos tambours dans les forêts ou dans les montagnes. Aux États-Unis, c'est la forêt, c'est pas la jungle. Donc, ils n'ont pas pu garder les tambours. Et ils arrivent à taper les Japonais. Les Japonais ont déjà naturellement, dans leur tradition, des rythmes. Les tambours de guerre. Tous ces gros tambours, les taiko. Donc avec des rythmes très intriqués. Et ils ont beaucoup cette connaissance du monde spirituel qui est pour nous, on appelle ça les yokai au Japon. Mais chez nous, c'est la culture maskilili en Guyane. C'est-à-dire les esprits. Des esprits, différents endroits ont des esprits. Et tu dois les respecter. Et tu dois vraiment les prier pour la paix. Donc il y a ce même rapport avec l'autre au Japon. Au niveau du rythme, c'est pas nécessairement jazz, ou ça peut, mais c'est dans leur tradition de rythmicien aussi. Lina, juste une précision. Dans nos danses guadeloupéennes, on trouve quand même des petites formes de tape quand même. Mais là, pour moi, en tant que danseuse, c'est la première fois que je m'initie au tap dance, petite claquette. Et en fait, quand je regarde, c'est ce qui fait le fond commun culturel, c'est toujours nos jambes. Cette filiation africaine qu'on appelle les afro-descendants, que ce soit de la Caraïbe ou des États-Unis, ce sont nos pieds et nos jambes qui dansent. Regarde le gros cas. C'est à partir du bassin jusqu'aux pieds. Donc, la seule différence, c'est que nous, on a le tambour qui sonne nos pieds, et les Américains, c'est les pieds qui sonnent. Ils sont maqués danser en même temps. Parce que ils marquent en dansant. C'est le maquet et ils dansent. Et nous, on marque avec le pied et le tambour répond à notre appel. Donc moi, quand je vois ça, et même les jeunes élèves qui ont participé à la première masterclass, tout de suite, ça nous a fait titre. Il y avait une danseuse issue du monde du gros cas qui disait « mais c'est extraordinaire, c'est comme si c'était le gros cas ». Mais ce qui est intéressant pour moi de faire venir Tamango, c'est que souvent par rapport à nos pratiques dites traditionnelles, on pense que c'est facile à faire. Donc nous pas besoin faire, nous pas besoin apprendre. Voilà. Et là, on voit, enfin c'est comme si on passe à danser encore. Vous comprenez qu'en parcours là, ça m'oblige à avoir un autre rapport au rythme, alors que gros cas là c'est en low rythme. Et là on rêve une continue. Et en fait, c'est donner cette technicité, cette virtuosité à nos pratiques de corps noirs qui dansons. On aime trop le mettre un peu comme Léopold de Sédar-Ségor, du genre c'est l'émotion. Il a raison. Voilà, tu vois. Voilà, ça s'arrête à l'émotion, donc un côté instinctif, primitif, sensualité. Et même nous parlons de nos danses souvent comme ça. Et là, faire venir Tamango et bien d'autres encore, parce qu'il va y avoir le Larron en juillet, c'est rappeler à nous-mêmes que nos pratiques dites traditionnelles, folkloriques, sont extrêmement riches à tout niveau, quoi. Pas seulement pour la beauté des costumes et que voilà, ça rappelle une tradition. Un dernier mot, Tamango, avant de venir par Natassiba. Est-ce que ce que faisait Michael Jackson, il s'est un petit peu inspiré de ça? Oui, absolument, absolument. Michael Jackson, comme tant d'autres, puisque... James Brown aussi. Oh, James Brown, tous. Prince, James Brown, Michael Jackson et tous les futurs. On reprend toujours vers la tradition. Donc la tradition, c'est toujours le tap dance. On finit toujours par y arriver. Même les Supremes ou tous les grands danseurs, les groupes de l'époque des années 60, quand ils dansent, quand ils font toute leur chorégraphie, mais ces chorégraphies ont été faites par des tap dancers qui travaillent avec la Motown pour leur apprendre à bouger rythmiquement avec les pas quand ils font différents chants très connus. Vous avez dansé ou écouté, ça c'est sûr. Mais donc ils avaient le style, ils se tenaient avec et ils bougeaient tous ensemble et ils faisaient le style posé et ils tournaient et il y avait le chanteur à l'avant. Ça c'était vraiment des chorégraphies de tap dancers qui leur montraient comment garder le tempo. Marquer le tempo. Il n'y a que les tap dancers qui peuvent vraiment te donner ce tempo parce que tu vas l'entendre. Il va te montrer comment ton corps doit bouger pour qu'il arrive à rentrer dans cette cadence qui est beaucoup plus importante.
qu'il faut faire une fête Mwangoka pour voir un peu le mix, un peu ce que ça va donner. Il connaît. Ah, d'accord. Oui, je connais. Je travaille avec beaucoup de Guadeloupéens ici, quand même. Oui, bien sûr. Il a fait venir des danseurs guadeloupéens. Mes premiers danseurs, d'ailleurs, quand je cherchais Léna, je ne l'ai pas trouvée parce qu'elle était occupée ou donc j'ai pris quelqu'un d'autre. Oui. Parce qu'il me fallait ce danseur ou cette danseuse, mais Léna n'était pas là. Et j'ai trouvé 2 autres musiciens. Claude Cavé, vous connaissez Claude, oui, batteur, oui, bien sûr. Éric Donquin, le batteur. Ok. Voilà, et comment ça s'appelle Jean-Claude Bardu, le danseur. Ouais. Donc j'ai fait ce spectacle aux États-Unis, présenté au centre artistique de Baryshnikov, qui m'a invité pour le créer. By Modilo, c'était le nom du spectacle. Tessiva, ça va être votre premier théâtre de blues? Oui, absolument. Mon premier vrai théâtre de blues, on va dire, parce que j'ai eu quand même la chance de participer d'une autre façon l'année dernière et à travers en fait l'appel à projet du département Guadeloupe qui s'appelle Création Hybride. Oui, et en fait, j'en faisais partie l'année dernière. Donc, on a eu un petit avant-goût. Et là, cette fois, c'est vraiment mon moment sur scène. Et alors, comment le show va être présenté? Alors, on va vraiment vous présenter des différentes facettes de moi. On a très peu de temps, donc on essaye de faire court, impactant. Et c'est très intéressant tout ce que vous dites parce que je retrouve énormément de connexions. Par exemple, quand vous parlez de tap dance ou de danse rythmique, du coup. C'est vrai que moi, dans ma musique, il y a beaucoup d'influences funk, soul, jazz. Et c'est vrai qu'on travaille avec une jeune artiste chorégraphique qui s'appelle Naomi Yangadessin et pour qui la commande était justement de retrouver un petit peu ces mouvements des Supremes, etc. Pour retrouver un petit peu cette Donc le show, il y aura de la danse et de la musique. Oui, c'était la surprise, mais du coup maintenant, il y aura un petit peu de danse, beaucoup de musique. Alors c'est quand? C'est dimanche ou samedi? Samedi. C'est samedi à quelle heure? 18 à 18h30. À 18h, Terre de Blues. C'est ça. On vous verra avec plaisir. Et on sera très content de vous voir. Peut-être que notre chorégraphe du ZC a peut-être une question à poser, Iman. Non, mais ça me fait beaucoup écho parce que moi, je suis plus spécialisée en danse indienne et danse orientale, on va dire. Et en danse orientale, on a la danse nubienne où il y a du clapping et beaucoup de rapports justement avec cette connexion, l'ancrage. Je trouve que c'est intéressant de... Alors, c'est pas une vraie question, mais c'est une réflexion que je fais. Alors, quand est-ce qu'on verra Tamango? Alors, le masterclass a commencé hier, donc lundi, et fini vendredi. Donc, on invite les gens, toute personne, j'insiste, on n'est pas obligé d'être professionnel de la danse. Hier, il y avait des enfants de 9 ans, de 10 ans, de jeunes danseurs, des plus grands. Donc, comme je dis souvent, tous les corps sont acceptés, admis. Et vous pouvez venir, ça peut être juste pour une seule classe, en fonction de votre... Ou alors toute la semaine jusqu'à vendredi. Donc, c'est lundi, mardi, mercredi. Jeudi, non, puisqu'on a cette signature officielle de label. Et on finit vendredi. Donc, vraiment, je vous invite. Vous allez vraiment adorer le travail avec Tamango. À la fabrique. Et pas de show prévu encore Tamango en Guadeloupe? Pas pour l'instant, mais oui, bientôt. Bientôt, on y travaille. Comment on dit coming soon? Coming soon. Simon Djelé, oui. Oui, Simon Djelé, il est pris. Il est, toujours là. Même s'il parlait, il est. Bon, alors, donc, résumé, depuis le 13, depuis hier, ça a commencé à la fabrique. À la fabrique, c'est le 18h à 20h, voilà, c'est ça, la de Tamango, et ça finit vendredi de cette semaine. Et moi, le samedi 18 mai à 18h30 au festival Terre de Blues. Ça fait un petit peu stressé de commencer à Terre de Blues comme ça? Non, alors en fait, pas encore. Je pense que le jour J, oui. Très certainement. Pour l'instant, ça va. C'est surtout la tête pleine dans la gestion, etc. Puisque j'ai vraiment tenu à faire les choses de façon très pointilleuse. J'ai décidé de travailler avec une couturière locale pour qu'elle fasse ma tenue. Et voilà, énormément de répétitions. Donc, plus de fatigue que de stress, mais ça va. Tout est prêt. Ouais, là c'est prêt. Là, je pense qu'on peut dire qu'on est prêt. Une dernière question. La thèse de doctorat sera un jour publiée? Oui, alors,
Oui, ça y est, je l'ai réécrite, donc on est dans la phase de correction, parce que c'est pas simple. C'est pas 500 pages quand même, non? La thèse, c'était 600 pages. 600 pages pour la thèse. Mais le bouquin fera quoi? Je pense que ce sera 400 pages. 400 pages. Parce que, bon, j'ai beaucoup réfléchi. Est-ce que je fais 3 tomes? Oui. Et quand j'ai regardé la structure pour comprendre la théorie du Bigidi, parce que la thèse, c'est d'arriver à une théorie scientifique à partir de ce gros cas. Et si j'enlève une partie, les gens ne vont pas comprendre. Et donc, la réécriture, c'est surtout de réécrire pour que ce soit accessible déjà au plus grand nombre et que ce soit lyrique, quoi, artistique, poétique, pour que ce soit agréable. Donc, c'était ça l'exercice intellectuel pour moi. Parce que je me souviens il y a quelques années, à l'époque où tu préparais la thèse, je t'avais demandé est-ce que le Bigidi allait devenir une théorie, finalement. Une philosophie, une théorie. Oui, c'est ça. Ça y est. It's done, comme on dit. OK. Bon, ben merci, en tout cas. Et puis, à jeudi. À jeudi, absolument. Et on verra à samedi prochain. On revient rapidement à l'actu avec Iman. Oui, on va parler de la déclaration d'impôt où la saison, on est en plein dedans. Il vous reste quelques jours pour le faire et un atelier a été mis en place au CRIJ pour pouvoir aider les jeunes à bien faire les choses et à bien déclarer leurs revenus en ligne. Il y avait justement un contrôleur des impôts qui était disponible pour répondre aux questions. On voit un reportage de Max Morel. C'est un dispositif qui permet d'accompagner les jeunes pour leur déclaration d'impôt. On sait que c'est un véritable casse-tête pour les jeunes. Ils ont toujours peur pour la première déclaration, même lorsqu'ils ont fait la première déclaration. C'est aussi important pour les parents qui veulent faire qui veulent détacher leurs jeunes sur leurs impôts. Donc pour nous, c'est important parce que chaque année, c'est une opération qu'on reconduit pour permettre aux jeunes d'être tranquilles et aussi aux parents d'être tranquilles. Il y en a qui ont des difficultés, qui n'ont peut-être pas le matériel qu'il faut. Le service de la CRIJ met à leur disposition des ordinateurs, donc au moins ils peuvent faire les déclarations en ligne et je les aide du mieux que je peux. Il y a quelqu'un de la DRFIP qui est présente, c'est la deuxième date aujourd'hui. On a une première date déjà, c'est la deuxième date. Et il y a quelqu'un de la DRFIP qui est présent pour justement accompagner et donner les bonnes informations pour ces personnes qui sont en quête justement d'informations et de la bonne information justement. Ils viennent avec les documents qu'ils ont, ils m'exposent un petit peu leur situation et en fonction des éléments qu'ils m'apportent, je vois si effectivement je peux créer les comptes fiscaux pour eux de façon à ce qu'ils puissent faire leur déclaration en ligne. Les jeunes sont ravis justement, les jeunes et aussi les parents, comme je disais tout à l'heure, sont ravis de ce dispositif qui permet de faciliter et d'être serein par rapport à la déclaration d'impôt, déclaration de revenus plus précisément. Voilà, c'est fait, 12h55. C'était la première séquence du ZCL. On se retrouve tout à l'heure pour la suite avec Barbara, Jean-Luc Céligny, Mariam Gembe, Thomas Skebensky, voilà, c'est un pianiste, et Magali Martien, tout de suite avec vous. Voilà, il est exactement 13h03. Dans l'instant, nous allons recevoir Madame Mariam Gembe. Oui, bonjour. Bonjour. Elle est directrice adjointe du secteur de l'agro-transformation à Cap Excellence et accompagnée de l'élu Jean-Luc Céligny. Bonjour. Qu'on connaît, qu'on présente plus. Tous ces gens-là vont se retrouver dans une opération qui s'appelle Zéro Gaspille. On va en parler dans un instant. Pour l'heure, on revient rapidement à l'actu avec Iman News. Oui, au niveau de l'actualité, on a déjà parlé de cet atelier organisé par le CRIJ pour pouvoir aider les jeunes à bien déclarer leurs revenus en ligne. Maintenant, nous allons parler du dispositif Papi et Mamie Trafic. Donc, pour plus de sécurité, la ville de Bémao a opté pour l'intergénérationnel. Et donc, les papis et les mamies pourront contribuer à la sécurité des routes en sécurisant justement le passage des enfants aux abords des écoles. On voit un reportage de Solène Fèvre. Donc quand tu vois ce panneau-là, tu dois t'arrêter. OK? Voilà. Nous avons donc opté pour ce dispositif pour créer déjà non seulement du lien social, l'intergénérationnel aussi également, parce que c'est pratiquement 3 générations qu'on peut retrouver sur les routes, les enfants, les parents qui eux-mêmes étaient enfants, qui ont fréquenté les différentes écoles concernées, et de l'autre côté les papis et les mamies. Donc on est sur de l'intergénérationnel, et dans un troisième temps, encore plus de sécurité sur la sortie de nos établissements scolaires. Et ça, c'était une chose importante. Là, je les apprends
se faire respecter par les enfants, par les automobilistes. Hein. Donc de bien regarder la distance, de bien juger la distance des véhicules avant de les arrêter et de se mettre en place au milieu de la route, donc face au danger. Donc il faut savoir aussi que là ça fait 2 mètres de large, mais sur la voie publique ça fait 6 mètres. Et du moment qu'ils sont sur le trottoir, de faire passer les véhicules qui sont derrière eux, de sortir sous la gauche ou sous la droite, de là où ils sont placés, et de faire passer les véhicules qui arrivent en face. Il y a un peu d'appréhension quand même, parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Mais tout s'apprend, hein. Il y a toujours une première fois. Et puis ça va aller, comme disait le policier, le formateur, c'est petit à petit ça viendrait. Et il faudrait qu'on se débrouille aussi, parce qu'il ne peut pas être tout le temps à côté de nous, il faudrait qu'on se débrouille aussi, bien retenir ce qu'on a appris pendant la formation et tout ira très bien. Nous avons fait le choix de, je dirais, cibler les aînés qui ont une petite pension, donc leur permettre d'avoir un surplus de manière à pouvoir leur permettre d'avoir de meilleures conditions de vie. Et vous l'avez entendu tout à l'heure, il y en a au début, ils ont pensé que c'était du bénévolat, donc ils sont fort heureux de savoir qu'il y a une petite pécule qui les accompagnera, qui va permettre de rehausser leur pension, mais on sent qu'il y avait une vraie motivation de ces personnes pour répondre à la demande de la collectivité. Je suis prêt pour jeudi. Et je profite là en ce moment pour remercier la maire de Bemao et ensuite le conseil municipal d'avoir pris cette initiative qui, je pense, sera suivie par d'autres communes. Ça permet aux retraités d'être toujours en contact avec la génération, d'être toujours, d'avoir un lien intergénérationnel et aussi ça permet d'être utile à la commune, à la vie de la commune. Nous sommes des Bémarossiens, donc il faut bien participer à la vie de la commune. Effectivement, ne pas se faire écraser par les voitures. Bon, alors, une opération particulière va se dérouler à partir de jeudi. C'est la première de ce type-là, de toute façon, auquel je participe journalistiquement, l'opération Zéro Gaspille. Jean-Luc Signy, merci d'être avec nous. Qu'est-ce que c'est exactement cette opération? Alors, bonjour aux auditeurs de Canal 10, à la Guadeloupe entière. Opération Zéro Gaspille avec une question centrale, agro-transformateur, comment gérer vos déchets? Eh bien, c'est mettre en relation. Il paraît qu'en Guadeloupe, on a à peu près 300 kilos de déchets par personne, c'est ça? Environ. À peu près par an? C'est ça. C'est ça? Ouais. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. C'est énorme. Oui, énorme pour un petit pays comme ça. Bon, alors? Et donc, l'objectif, c'est de mettre en relation, en synergie, en réseau, les agro-transformateurs. Et donc, c'est vrai que c'est une opération, quelque part, qui relève de notre projet Agroparc Caraïbes Excellence, hein, qui a toujours, quelque part, pour ambition d'être un acteur à portée régionale, un équipement plus précisément à portée régionale, et donc contribuer d'une certaine manière à une amélioration des processus, et aussi dans ce secteur de l'agrotransformation durable. Et donc c'est vrai que c'est une opération qui entend tout simplement mettre en synergie, en contact les agrotransformateurs pour quelque part leur indiquer les éléments relatifs à la réglementation sur les déchets, des déchets particuliers, faisant référence bien sûr à l'agrotransformation. Et donc Cap Excellence a toujours quelque part communiqué régulièrement sur l'avancée de ce projet, mais aussi a mis en place un certain nombre d'actions afin d'informer, mais aussi d'entraîner une concertation des acteurs sur ces sujets, en tout cas relatifs à ce secteur. Donc avec, bien évidemment, la collaboration d'experts. C'est un petit peu ça l'idée. Et cela aura lieu, je ne l'ai pas précisé, à Taonaba, au pôle d'accueil. Taonaba, jeudi 16, de 9h à 16h, au pôle d'accueil Taonaba, aux Abîmes. Alors, Madame Gembe, vous êtes directrice du secteur de l'agrotransformation. Quel est le lien qui existe entre le traitement des déchets et l'agrotransformation? Alors l'idée, c'est qu'au travers de l'agroparc, qui se veut être donc un parc d'activités dédié à l'agrotransformation, Cap Excellence se propose de donner un équipement majeur aux agrotransformateurs pour pouvoir les accompagner tout le long de leur parcours d'entrepreneur, donc du projet de création de l'entreprise jusqu'à la distribution des produits. Et quand il sera en activité, cet agroparc, avec une livraison qui est prévue pour mars 2025, son activité va générer des sous-produits et des déchets. Et donc Cap Excellence se doit de pouvoir assurer la prévention et la gestion des déchets sur son emprise foncière. Parallèlement, depuis janvier 2024,
la réglementation s'est renforcée en matière de gestion des déchets, plus particulièrement au niveau des biodéchets pour les professionnels. Et donc, c'est donc tout naturellement que nous nous sommes proposés d'accompagner nos agrotransformateurs pour les tenir informés de l'évolution de la réglementation, mais aussi pour montrer comment cette contrainte réglementaire a priori peut être une source de création d'emplois, d'innovation, de compétitivité et d'utilisation de la ressource locale. Ça veut dire que plus rien ne se perd? Plus rien ne se perd. L'idée, c'est ça, c'est de démontrer comment, et on va le faire de manière très concrète avec le témoignage de chefs d'entreprise qui sont déjà engagés dans cette démarche-là. L'idée, donc, c'est de démontrer qu'avec ce qu'on pourrait prendre comme des sous-produits ou des déchets, on peut créer un autre produit valorisé qui peut être, voilà, qui a tout son sens, d'autant plus que la demande des consommateurs comme des distributeurs pour les produits locaux avec un vrai engagement pour l'environnement est de plus en plus forte. Alors, est-ce que vous confirmez, enfin je pose la question, que historiquement la bagasse c'est le produit déchet qu'on a réussi à transformer réellement et en faire autre chose? Alors effectivement, la bagasse fait partie des sous-produits de l'agrotransformation qu'on a réussi à transformer, mais il existe encore pléthore d'initiatives en ce sens. On a par exemple des témoignages d'acteurs jeudi qui vont montrer comment à partir de pédoncules de bananes on fabrique du papier ou encore des emballages, comment à partir donc, de fruits qu'on délaisse dans nos jardins, on fabrique de la glace, comment on fabrique à partir de fibres de coco de la bagagerie de luxe, ou encore de manière un peu plus conventionnelle, enfin des choses qu'on connaît en tout cas mieux, comment on va fabriquer du compost à partir de résidus agricoles par exemple. Mais est-ce que les agrotransformateurs sont déjà techniquement prêts pour ça? Monsieur Céline parlait d'accompagnement, mais techniquement, il va falloir mettre en place des outils nécessaires. Il va falloir mettre des outils nécessaires, mais je crois que ces agrotransformateurs sont soumis à la loi, à la réglementation qui est en vigueur et n'ont pas attendu, me semble-t-il, ce séminaire, en tout cas cette conférence, cette journée. Mais néanmoins, il s'agit pour nous aussi d'apporter un certain nombre d'informations justement sur la manière dont ils pourraient s'organiser à travers aussi les expériences de celles et ceux des entreprises. Parce qu'il y a des questions, des thèmes qui sont des réflexions qui seront menées autour de ce qu'est véritablement la loi, mais également comment valoriser ces déchets, également quelles sont les entreprises spécialisées, comment aussi diminuer la quantité de déchets. Donc c'est une opportunité pour que justement ces agrotransformateurs puissent échanger avec aussi des professionnels, mais aussi les collectivités et les experts que nous avons pu avoir avec nous lors de cette journée pour justement initier ce débat et permettre de mieux comprendre quels sont les enjeux. Alors c'est vrai que le contenu c'est 3 temps forts, à la fois une exposition permanente, mais aussi 3 conférences. La première conférence comprend la réglementation sur la gestion des déchets d'agrotransformation pour les professionnels avec l'intervention de la région, de l'ADEME. La deuxième conférence vers une gestion responsable des déchets d'agrotransformation, les dispositifs de sensibilisation et d'accompagnement des entreprises. Et une troisième conférence également sur la gestion des déchets liés à l'agrotransformation, un secteur économique porteur. Voilà les 3 temps forts. Enfin, le dernier, c'est aussi un temps fort de dégustation à partir aussi de ce qu'on peut faire en matière de récupération de déchets. Et donc, ce sont ces 3 temps forts-là, mais qui ont pour objectif, vous l'avez bien compris, c'est la volonté de Cap Excellence, c'est la volonté du président Jalton, que de permettre, en amont de l'édification même de l'agroparc Caraïbes Excellence, de faire vivre cette idée d'agrotransformation et de tenir régulièrement informés les agrotransformateurs, mais aussi parce que le grand public est concerné également, parce que demain, il peut y en avoir qui seront des agrotransformateurs, et c'est indiqué que de venir et d'entendre justement ce que permet cette loi, parce qu'il y a une évolution législative en la matière, avec 2016 le tri de 5 flux, 2023 7 flux et 2025 9 flux. Donc vous voyez bien qu'il y a une contrainte aujourd'hui qui impose, et elle l'a dit Madame Guembé, Cap Excellence lors de l'édification de l'agroparc Caraïbes Excellence sera obligé d'une certaine manière de collecter aussi sur l'emprise foncière, son emprise foncière. Madame Guembé, ça veut dire que les agrotransformateurs aujourd'hui sont conscients qu'un produit X, d'abord c'est un produit qu'on agro-transforme, et puis après une troisième phase. Est-ce qu'ils en sont conscients, ou est-ce que vous êtes en train de les, entre guillemets, les éduquer à
à cette troisième phase? J'imagine que par troisième phase, vous entendez la partie transformation des déchets, bien sûr. Alors, ils sont pleinement conscients de cette troisième phase, comme vous l'appelez, puisqu'ils sont déjà en action. Ils proposent déjà des solutions pour pouvoir traiter leurs sous-produits et leurs déchets. L'idée, là, c'est qu'on puisse continuer à inspirer ces agrotransformateurs-là, tout en les mettant à jour sur la réglementation, évidemment, tout en leur montrant qu'il y a des opportunités économiques à saisir, et aussi en favorisant en tout cas le réseautage entre eux, entre les agrotransformateurs. Parce que vous avez dit tout à l'heure très rapidement que ça peut même aller jusqu'à la création de nouveaux emplois, ou de nouvelles perspectives en matière d'agrotransformation. Bon, je sais que pour les feuilles de banane, on peut faire des choses, etc. etc. Donc on verra tout ça dans l'exposition. Exactement. Donc il y aura à la fois l'exposition et alors il y a l'exposition visible et l'exposition gustative. Oui. Alors on en a parlé beaucoup, mais on n'a pas précisé la loi. C'est la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et pour l'économie circulaire, la loi dite AGEC. Donc c'est en vertu effectivement de cette loi que logiquement la conférence sera déployée sur les différentes thématiques évoquées. Alors, juste un petit peu, pas de fiction, mais enfin un petit peu de visualisation. 2025, Agropark s'ouvre. Est-ce que là, j'ai envie de dire, ce qui va se passer là à Taronaba, c'est-à-dire la transformation, la gestion des déchets, sera aussi un secteur qui sera développé à l'intérieur de l'Agropark, ou ça c'est juste un séminaire ou juste pour la loi? Non, il faut comprendre que c'est un équipement innovant et performant. Et donc nous devons, puisqu'on l'a précisé, Cap Excellence aura pour obligation aussi de collecter sous son emprise foncière les biodéchets et les déchets d'une manière générale. Donc il ne s'agit pas là d'une vue de l'esprit simplement, il s'agit pour nous d'ores et déjà d'anticiper sur des actions que nous allons mener et quelque part informer, on l'a dit tout à l'heure, mettre en réseau les agrotransformateurs, puisque je le rappelle, l'Agropark s'adresse précisément à des agrotransformateurs, mais aussi des agriculteurs qui deviendront nécessairement des agrotransformateurs. Ce sont des bonnes pratiques. C'est une manière, par anticipation, de prévoir une gestion prévisionnelle, je serais tenté de dire, aussi de ce gros machin, entre guillemets, que deviendra l'Agropark Caraïbes Excellence. Prendre nos marques, aussi anticiper, informer et monter en puissance avec une cohérence dans l'action avec les agrotransformateurs, le public cible de ce projet. Mais j'ai presque envie de dire que dans ce cas-là, Cap Excellence est en train de devenir un laboratoire d'expérimentation. Écoutez, franchement, l'idée c'est que oui, comme tout le territoire guadeloupéen, mais c'est vrai que nous avons une action particulière. Parce que, je dis ça pourquoi? Parce que les autres PCI ne sont pas dans cette dynamique-là pour l'instant. Oh non, il y a des initiatives. Enfin, sauf que je ne sais pas. Au Nord Grande Terre. Oui, bien sûr. Il y a des choses qui se font. En tout cas, autour de la thématique de l'agrotransformation, il y a... ça fait consensus. L'idée, c'est que je pense que tout le monde a senti que c'est une filière qui est porteuse. Du traitement des déchets. Ah, de la gestion des déchets, d'agrotransformation. Écoutez, nous, en tout cas, on a saisi l'opportunité de la réglementation qui a évolué en janvier 2024 là-dessus. Donc voilà. Donc il ne s'agit pas pour nous de randonner si on vous laisse la paternité. Ah non, j'ai posé une question. Il est vrai, et je pense que vous l'avez senti, mesuré, que nous sommes dans un dynamisme à Cap Excellence. C'est ce d'ailleurs qui fait l'objet de notre engagement sur ces questions, la question du déchet, parce que lorsqu'on parle des déchets, lorsqu'on parle de cette loi, on parle aussi de la lutte contre le gaspillage, qui n'est pas une affaire simplement de déchets pour agrotransformateurs, mais de manière générale. Et donc, c'est un secteur dans lequel aussi nous souhaitons apporter notre contribution au niveau de Cap Excellence. Rendez-vous donc jeudi 16 mai à Taronaba à partir de 8h30, c'est ça 8h30, et ce sera jusqu'à la troisième conférence se termine à 13h30. J'ai vu qu'il y a des intervenants de l'INRAE, des synergies, etc. D'ailleurs, d'experts.
d'ailleurs qu'on remercie. Effectivement, il y aura donc Cap Excellence sur cette manifestation est en collaboration avec différents partenaires, la région, l'ADEME, la CCI, Synergile, C2D Consulting, l'INRAE, effectivement, l'Université des Antilles et aussi des partenaires privés que sont les différentes entreprises qui vont venir démontrer leur capacité à faire de belles choses ici. C'est quand même aussi l'occasion pour moi de remercier toutes les parties prenantes. Je crois qu'il faut les citer parce qu'on voit le travail visible là aujourd'hui, lorsqu'on vient présenter, mais derrière, il y a il y a des administratifs qui travaillent, Madame Gérald Pommier, Madame Gembe ici présente. Liana et Peggy aussi. Peggy aussi, Rudy Zorobabel qui sera d'une certaine manière, qui va présenter également, qui sera animé également. Il faut les citer parce que on voit effectivement le travail quand on vient, on se présente lors de la conférence, mais derrière, il y a tout un travail et bien évidemment Cap Excellence, les agents de Cap Excellence dans leur ensemble. Voilà. Bravo. En tout cas, merci d'être venu porter ces informations importantes pour le pays. Au-delà même de Cap Excellence, je dis c'est pour le pays parce que c'est important. Merci en tout cas. On revient là-dessus. Oui, au niveau de l'actualité, on va parler aménagement de la plage de Cap Esterbello. Non, de Cap Excellence, non, de la Chapelle. Ça commence pareil, mais c'est pas c'est pas pareil. Voilà. Le président donc de la région Henri Chalus et le maire d'Anse Bertrand, Édouard Delta, ont inauguré l'aménagement de la plage de la Chapelle, un réaménagement avec de nouveaux équipements et notamment une aire de jeu consacrée à la biodiversité. On voit un reportage de Solène Fèvre. Ici, on est sur la plage de la Chapelle, qui est un site du Conservatoire du Littoral, qui couvre en réalité un peu plus de 13 hectares. Et en fait, aujourd'hui, nous inaugurons les nouveaux équipements qui ont été installés sur la plage. Donc, ils sont un peu en deux parties. D'abord, il y a eu un travail de remplacement des équipements qui étaient devenus vétustes et qui avaient subi les assauts de la mer, donc portés par la région. Et puis, nous avons saisi l'opportunité pour créer une aire de jeu spécifique pour les enfants, qui reprend des éléments de biodiversité et d'histoire dans ce Bertrand. Et c'est une première en Guadeloupe, mais aussi dans les Antilles françaises, d'avoir dans les espaces naturels une aire de jeu de ce type-là. Tout l'aménagement de la plage que nous avons fait, c'est un projet qui avoisine les 700 000 euros, plus de 180 000 euros du conservatoire et plus de 275 000 euros de la région de participation de la mairie et aussi de l'État. Donc c'est pour nous vraiment une grande fierté d'être ici, de livrer effectivement cette plage à la commune et à la population guadeloupéenne. Donc nous sommes sur la bonne voie dans le cadre du projet Océan. Je crois qu'il y a 11 projets pour la Guadeloupe et cela permettrait effectivement en même temps à nos touristes de pouvoir s'approprier ces plages et amener de la richesse et de l'économie dans ces communes telles qu'Anse Bertrand. J'avais déjà vu un petit peu. En fait, ils nous avaient invités pour voir comment ça allait. Et ils n'avaient pas encore commencé le bateau et le pélican était déjà fait, mais on ne pouvait pas encore aller parce qu'il manquait le sable. Le maire a mis des jeux comme ça parce que la plage, on ne peut pas se baigner, on peut faire autre chose. Et on s'amuse dans le pélican, dans le bateau et la tortue Lulu. On va passer une bonne journée de 8h à 11h. On a vu à quel point les enfants sont contents de prendre possession des jeux qui sont là, le radeau de la méduse, le pélican, la tortue. Donc les enfants sont heureux et j'espère que les parents aussi seront heureux d'amener leurs enfants pour pratiquer ces jeux. Et en tout cas, j'invite toute la Guadeloupe entière à venir découvrir la plage de la Chapelle avec les installations qui s'y trouvent parce que c'est bitin. Voilà, c'est la fin de la deuxième séquence du ZCL News. On remercie les premiers participants. On se retrouve tout à l'heure pour la suite et la fin. À tout à l'heure. Restez avec. Voilà, il est déjà 13h32. Barbara est là, bonjour. Bonjour Danick, bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver. Oui, moi aussi, toujours pareil. Et on va recevoir dans un instant aussi Thomas Zipanski, bonjour. Enchanté, bonjour. Pianiste qui sera là pour le Classical Jazz Quartet, c'est un spectacle symphonique et jazzy avec Chevalier de Saint-Georges, Chopin, Bach, Piazzolla, Faure,
Likwan et Chicoria. Tous les styles sont représentés. Avant, puisqu'on parle de musique, si vous voulez gagner, il y a 2 invitations à gagner aujourd'hui pour Terre de Blues. Vous faites le 05 90 96 10 10, mais répondez à une petite question très simple. Comment s'appelait Terre de Blues à l'origine? Vraiment, question vraiment basique. Et précipitez-vous sur le téléphone 96 10 10. Vous répondez, vous donnez votre nom, votre prénom, et puis après on vous dira la procédure pour retrouver, vous récupérez vos tickets. 2 tickets sont en ligne aujourd'hui, et demain on aura encore 2 autres. Bien. Alors, Barbara, bonjour. Et de quoi on va parler aujourd'hui? Eh bien, on va parler de l'isolement. De l'isolement. Générique de Barbara. Et on va parler de cet isolement. Il va nous expliquer un peu comment rompre l'isolement, comment vivre dans l'isolement. Comment vaincre l'isolement. Comment vaincre l'isolement. Voilà. Bon, c'est parti. Je disais donc que la dernière chronique, on avait parlé de débarrasser la maison, faire place nette dans la maison. Exactement. Oui. Alors, moi, j'ai commencé. Hein. Ah, ben c'est une excellente nouvelle, ça. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Bon, parce qu'il y a des choses, on se dit, est-ce qu'il faut pas jeter? Bon, si finalement. On se pose la question, il faut jeter. Si on se pose la question, il faut jeter? Bon, d'accord, ok. Alors, comment ça va se passer pour l'isolement, pour sortir et vaincre l'isolement? Eh bien, alors déjà, je profite, comme tu l'as dit, on a parlé de la partie vraiment place nette à la maison. J'en profite pour saluer aussi DAR, organisation à nouveau, puisque c'est vrai qu'elle aussi, elle est sortie de sa zone de confort en venant devant nous pour pouvoir nous présenter cette thématique qui est tellement importante sur le fait de faire justement cette place nette à la maison pour se sentir aussi mieux mentalement, puisque la maison parle de soi. Et mieux mentalement, c'est bien, mais en sortant quand même de l'isolement, puisqu'on peut avoir tendance justement à rester à la maison. Et j'ai tenu vraiment à faire ce sujet sur l'isolement après plusieurs coachés qui sont venus me parler d'un dysfonctionnement, d'un problème qu'ils pouvaient ressentir sans pouvoir nommer entre la solitude et l'isolement. C'est ce qu'on va voir en détail. Et c'est vrai que c'est un sujet qui me donne envie d'avoir une pensée particulière pour vous, pour ceux qui nous regardent, qui sont concernés de près ou de loin par cette question d'isolement, évidemment, sur la question du bienveillant qui est un sujet très important en Guadeloupe. Donc, en saluant toutes les initiatives qui sont faites localement pour accompagner les personnes âgées, les personnes fragiles dans cette dynamique de fracture, d'isolement. Sans les citer, ils se reconnaîtront. Mais c'est vrai que ce que je vais proposer aujourd'hui, c'est de mettre du sens sur ce qu'on va appeler l'isolement, finalement. Donc, voilà. Et puis, arriver aussi à pouvoir détecter, savoir réellement si je suis dans l'isolement ou plutôt une forme de solitude, puisque la solitude, on n'est pas forcément négative. Voilà, donc avec mesure. On peut rechercher un peu de solitude quelquefois. Tout à fait, et c'est même indispensable, je dirais. Et puis voir aussi quelques techniques pour arriver à en sortir. Bien entendu, j'invite aussi les personnes qui sont concernées, puisqu'il faut cette phase de conscientisation, mais à faire appel à des professionnels, que ce soit coach, thérapeute, psychologue, comme je le dis souvent, de façon à pouvoir être accompagné, puisque c'est un sujet qui peut être très engageant, pénalisant, et puis on le sait, peut emmener à des situations dramatiques. Tout à fait. Alors, comme tu dis, peut-être on peut être désarmé aussi face à l'isolement. Complètement. On peut être désarmé, et on peut en quelque part aussi être nous-mêmes, sans le vouloir, pour une autre personne, un déclencheur ou favoriser cet isolement par rapport à une attitude, par rapport aussi à une non-communication ou le fait de ne pas être à l'écoute. Donc ça peut être à la fois me concernant moi en tant que personne, ou encore être aussi attentif à la personne qui peut être sujette à l'isolement. Et Dani, que sans plus tarder, c'est comme on fait d'habitude, ce que je te propose, c'est qu'on puisse voir la définition, au moins pour qu'on soit au clair, basique. Place à la définition sur l'isolement, qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai voulu prendre ces trois... déjà, j'aime le chiffre 3, voilà, ça c'est moi. Mais en fait, c'est vraiment parce que j'ai trouvé que c'était une belle illustration, donc dans le Larousse, de comment, en fait, on va parler d'isolement. Donc, c'est l'état d'une habitation, premier exemple, de lieu écarté, perdu,
Voilà, vous voyez, donc on a cette notion d'écarter, hein, donc à part, d'être perdu même. Je trouve que ça représente bien une image aussi mentale, puisque quand on est dans l'isolement, ça nous fait aussi perdre nos repères. La deuxième définition, donc l'état de quelqu'un qui vit isolé ou moralement seul. On voit bien, donc il y a la question aussi isolement physique, on parlera de l'isolement social, par manque de contact, mais aussi le fait de mentalement d'être dans une dynamique où je me sens carrément seul, alors que je peux avoir un entourage autour de moi. Et puis, on sera sur un ressenti qui sera douloureux par rapport à l'isolement. Donc, quelques synonymes que vous voyez à l'écran. Et puis, le fait qu'une personne soit, qu'elle soit séparée d'un groupe d'individus ou d'une association, qu'elle soit vraiment à part. Donc, on va parler d'isolement lorsque l'individu, en fait, les individus font l'expérience finalement d'un manque total de contact avec les autres. Donc, soit parce que lui-même se met par rapport à une perception, une émotion, dans une dynamique qui est bien de se refermer, ou soit parce qu'il aura eu des échanges qui l'auront poussé à s'isoler, donc à manquer de communication. Et c'est là où ça peut devenir, comme on disait, très dramatique, nous engager émotionnellement, nous engager en termes de communication, et puis j'en passe, on va voir tout à l'heure les quelques éléments pour arriver à détecter cela. Mais encore une fois, Danick, faire vraiment la différence entre la solitude... C'est ça, justement, j'allais poser la question, est-ce qu'il y a une différence réelle? Tout à fait. Alors, c'est que la solitude va aussi intégrer la perception. La perception, la manière dont la personne va aussi s'adapter à une situation. Une personne va pouvoir... va vouloir aussi être seule, cultiver une forme de solitude, ça peut être aussi un besoin quand on est émotionnellement chargé, quand on se retrouve dans une situation où on a besoin de se recentrer sur soi. C'est en ce sens que la solitude va aussi être un sentiment, une perception qui n'est pas nécessairement néfaste. Ça, c'est important vraiment de le préciser. Parce que pour aussi s'aimer, c'est important certaines fois d'avoir des moments seuls. Voilà. Maintenant, l'isolement va vraiment marquer le fait aussi de se sentir seul, mais en plus de ne pas avoir de lien avec son entourage, d'être dans un état finalement où je suis complètement déconnectée. Et c'est ça que je reprends le sens de la définition. Je vais me sentir moi-même perdue, perte de repères. Et puis, j'en passe, on va le voir justement sur comment on peut détecter cela. Alors, ça a un impact sur le mental? Complètement. C'est-à-dire que ça va avoir... ce que je propose, c'est qu'on puisse voir en image justement comment... Alors, ce que je vais proposer aussi à vous qui regardez, à tous, c'est des questions à se poser. Voilà, c'est-à-dire des quelques repères, des questions à se poser pour voir finalement où je me situe. Voilà, déjà la première chose que je dirais en termes de repères, c'est que, je le dis souvent, les émotions vont m'alerter sur quelque chose qui ne va pas. Si j'ai un ressenti, j'ai un mal-être intérieur, mon corps parle, le corps va m'indiquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la première chose. Donc, évidemment, je le dirai encore et encore, s'écouter, être à l'écoute de soi. Ensuite, comment je vais pouvoir me poser les questions? Eh bien, est-ce que finalement, cette solitude, elle est marquée? Est-ce que j'ai tendance aussi à être silencieux ou silencieuse dans une situation, quand je suis en extérieur, ou même quand je suis aussi en famille? Est-ce que j'ai tendance à me refermer sur moi, être silencieux ou silencieuse. Il va y avoir, justement, ça va en découler, le fait d'éviter de se retrouver dans des situations sociales, au global, ou encore de fuir certaines situations. Donc, ça veut nécessairement dire qu'il y a quelque chose, un élément qui bloque, quelque chose qui me gêne, qui va faire que je vais avoir cette tendance, finalement, à éviter les situations où je suis en contact social. Bien entendu, je parle là aussi des personnes qui sont dans une situation de fait par rapport au fait qu'elles soient isolées, même physiquement, dans leur maison. Là, on est sur quelque chose qui est caractérisé. Tout à fait. Il va y avoir aussi une tristesse associée. Donc, on parle des émotions. Il va y avoir cette tristesse qui va se manifester. Une perte, finalement, aussi de goût à la vie, une timidité exacerbée, une hypersensibilité quand je serai en contact des autres, puisque finalement, je serai tellement coupée. Alors, est-ce que je suis finalement, c'est ça, se demander, est-ce que quand je suis au contact des autres, est-ce que je suis hypersensible? Oui. Est-ce que je suis aussi hyper émotif? Là, ça parlera justement de comment je perçois le contact avec les autres. Donc, un ensemble d'alertes, de questions que je me posais. Est-ce que j'ai ce désir plutôt de rester à la maison? Bon, c'est OK, je nettoie la maison, d'accord, je suis bien à la maison. Mais est-ce que finalement, j'ai ce désir tout le temps de rester à la maison et même plus au lit? Oui, carrément. Est-ce que j'ai une tendance à vouloir rester couché? Un manque de perte d'énergie et que j'ai envie de rien faire, en fait. Oui. Donc, cet ensemble d'éléments, questions que je peux me poser, m'aideront à me dire, voilà,
il y a quand même quelque chose qui ne va pas, il y a des éléments factuels qui m'aident à me dire, là, il y a quelque chose à faire. Quelles sont les conséquences alors? Eh bien, tu vois, donc on l'a déjà un petit peu dit, hein, mais les conséquences, on va les voir. Il y en a plusieurs, hein, donc c'est une liste non exhaustive, mais les principales conséquences, le manque de sommeil, la perte d'appétit. On aura aussi une pique de stress. Ça aura des difficultés sur le sommeil. Et même au matin, me sentir stressé, me sentir angoissé au réveil. Alors qu'au réveil, on est censé être au calme, au repos. On aura une charge de stress. Le refermement sur soi, on le disait tout à l'heure. La perte de confiance en soi et puis d'estime aussi de soi. La perte de confiance dans ses capacités à agir au quotidien. Vous voyez le lien sur le fait de vouloir rester dans son lit, on n'a pas envie de bouger, parce que c'est un ensemble d'éléments qui influent aussi au niveau neuronal. Et puis, la problématique de la communication. Communication, donc qui sera pas positive, ou encore de la non-communication. Locus, je ne parle pas, je me renferme dans un silence. Et puis, il va aussi y avoir des tensions artérielles dans le corps. Comme on disait, le corps parle. Donc, il va y avoir des choses qui vont se manifester dans le corps. J'ai mal à la nuque, j'ai mal au dos, je ne sais pas, en fait, j'ai mon estomac qui est noué, chargé. Un ensemble de choses qui vont m'indiquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et qui vont, c'est ça les conséquences, c'est que ça va m'emmener vers de la tristesse, vers du chagrin, de la dépression, et puis plus loin, avoir même des pensées suicidaires. Tout à fait. Mais alors, la thérapeute ou la coach peut aider à sortir de ça, comment? Eh bien, la première chose, comme je disais au démarrage, c'est le fait de prendre conscience. Voilà, parce que prendre conscience, c'est d'accepter aussi. Je prends conscience et puis j'accepte la situation. C'est OK, en fait, de ne pas être bien. C'est OK de se sentir mal, on le dit, hein, mais encore faut-il arriver à le vivre. Ça demande aussi de sortir de sa zone de confort pour accepter de se sentir mal. Pourquoi? Parce qu'avec cela, je vais pouvoir aussi identifier ce qui fait que je me sens mal. Et de cette manière-là, arriver à agir. Tu vois? Donc, pour revenir sur ce que je propose de mettre en œuvre, et les thérapeutes aussi, en fonction de leur approche, auront une dynamique, quelques conseils en images. Je parle régulièrement des 4 R, donc ça revient sur la table. Hein. Mais ça permet quoi? Eh bien, de favoriser la méditation, le lâcher-prise. Quand on dit lâcher prise, c'est que vraiment physiquement aussi, je me mettrai dans un état où je vais lâcher la pression et je vais pouvoir être plus à même de m'accepter aussi, en fait, dans mes faiblesses. Tout simplement, éviter d'être dans une culpabilisation, je vais y arriver, pardon, constante par rapport à cet état finalement d'isolement. Et puis, ça va être aussi l'idée de, quand on parle de l'accueil, hein, des émotions, des ressentis, ça je l'ai déjà dit, de favoriser le temps d'introspection, faire preuve d'ouverture envers soi-même, faire preuve d'écoute et d'ouverture envers soi. Donner aussi vie à mes centres d'intérêt. Encore faut-il les identifier, tu me diras, Danick. Eh bien, ça demande un temps. Quand on fait l'introspection, on a tous et toutes des choses qui nous plaisent plus, qui nous boostent plus, qui nous font vibrer. Eh bien, à travers cela, ça va être important de pouvoir les identifier pour assurer une forme d'authenticité, pour passer à l'acte. Et puis, essayer aussi d'élargir son champ d'action. Si j'ai du mal, parce que ma personnalité, c'est d'être introvertie, j'ai du mal à être en contact avec les autres, à travers une activité différente que je vais pouvoir réaliser, que ce soit par exemple le bénévolat ou des activités créatives, théâtrales ou autres, hein, je donne des sujets comme ça me mettra forcément en contact avec d'autres personnes et ça va m'aider aussi à faire un pas vers moi pour me découvrir des qualités, des forces et de cette façon-là me challenger pour vaincre justement, briser cet isolement-là. Mais tout ça pour dire, puisque vraiment tout est un peu, il y a plusieurs pistes à aborder, l'idée c'est d'arriver à mettre en place une routine au quotidien, pas à pas. Donc oui, l'action commence par soi. Maintenant, une personne peut être amenée, parce qu'elle est tellement mal, une personne en dépression, elle ne pourra peut-être pas y sortir toute seule. Les personnes qui entourent, que ce soit famille ou amis, ayons l'écoute encore plus active, dans la bienveillance, pour accompagner avec une oreille attentive la personne qui en souffre, de façon à pouvoir l'accompagner aussi, être à l'écoute pour l'aider à bouger, pas à pas, en se disant que chaque pas compte vers la lumière que je suis, pour qu'elle puisse se révéler. Voilà, Danick. Et plus d'informations? Alors, pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Hein, et merci pour tous ceux qui le font, puisque c'est ce qui aussi nourrit le sujet des chroniques. Donc, à la fois sur Facebook, Instagram ou encore avec les coordonnées qui sont affichées. Merci, Barbara. Et on n'oublie pas, nous sommes tous et toutes lumière. Il faut croire en nous, à condition d'agir pour se dépasser. Voilà.
Bien, on va parler musique maintenant avec ce pianiste. Alors, ce show qui aura lieu le 16 mai, c'est-à-dire jeudi au Ciné-Théâtre du Lamentin. C'est un spectacle symphonique et jazzy. Et donc, merci d'être avec nous, M. Thomas Zijanski. J'ai bien prononcé. Merci. Oui. Et donc, je vois que sur le programme, quand même, il y a Chevalier de Saint-Georges, qu'on connaît bien, Chopin, Bach, Piazzolla, Faure, et même Chick Corea. Absolument. Oui. Vous n'avez pas trompé. Oui. Alors, vraiment, vous avez fait un programme assez large, pianistiquement parlant. Pianistiquement, je voudrais parler carrément de notre ensemble, parce qu'en fait, le piano est parti de Quatuor. Nous sommes donné le titre Classical Jazz Quartet, justement, qui reflète le répertoire et les horizons artistiques qu'on aborde. Voilà. Tout à fait. À façon innovante, on recherche sonorité sublime et intéressante que vous n'avez peut-être pas encore chance à écouter. Voilà. Alors, comment vous avez découvert le Chevalier de Saint-Georges, sa musique? Comment j'ai découvert la musique de Chevalier de Saint-Georges? J'avais le plaisir d'arriver à Guadeloupe. J'avais la chance de découvrir un personnage exceptionnel. Et depuis plusieurs années, chaque fois que j'ai une occasion, fait les concerts, dans la plupart de mes concerts, et avec mes amis musiciens, on cherche justement à mettre en ordre sa musique. Voilà, à façon différente. Même récemment, si vous permettez, oui, nous avons organisé les grands concerts avec grand ensemble. Oui. C'était le 21 mars. Dans le cadre des festivals, oui. Avec un concert, il me semble, pour la première fois, consacré entièrement, oui. Au début jusqu'à la fin, il y avait carrément 12 heures de musique des Chevaliers Saint-Georges. Et vous passez donc de Chevalier Saint-Georges à Chopin jusqu'à Chick Corea. Exactement. Oui. En fait, le spectacle concert est prévu dans 2 tableaux. Oui. Premier tableau. Dans le premier tableau, on va rester plus classique, justement, avec Chevalier Saint-Georges, Chopin, Bach. Et dans la deuxième, on va passer plus vers Piazzolla, Chick Corea, et également, nous avons plaisir à vous proposer approche différente par rapport aux musiques classiques, parce qu'en fait, on introduit dans la musique classique éléments de jazz, et même grâce à Madame Francine Roupière, en fait, on fait association créole, oui. Avec Chopin. Ça sera pour la première fois, parce qu'en fait, c'est elle qui avait plaisir d'écrire une parole parfait, super, pour la tristesse de Chopin et également pour les préludes que nous avons fait dans l'ambiance de bossa et également de salsa. Et comme ça, vous pouvez découvrir pour la première fois l'association langue créole avec Chopin. Voilà, alors je trouve que c'est très intéressant et original. C'est juste un one-shot, c'est un seul spectacle? C'est un seul spectacle? Écoutez, nous avons déjà demande, je ne peux pas vous préciser, par contre, normalement, il y a d'autres spectacles qui sont prévus, par contre, je n'ai pas encore les dates exactes. Oui. Vous serez informé comme première et même on va vous réserver l'invitation, comme pour ce spectacle aussi. Alors justement, vous avez proposé aux gens qui nous regardent d'avoir 2 invitations. Absolument, avec plaisir. 96 10 10, rapidement, vous appelez et si vous appelez les premiers... Ils sont là. Les 2 invitations seront là pour faire par ce pianiste de jazz et de musique classique, de musique moderne et musique créole aussi. En fait, je ne voulais pas vous interrompre, on ne peut pas oublier mes partenaires. Oui. Si vous pouvez présenter, parce que vous parlez juste de moi. Oui. Vous êtes un quatuor. Exactement. Oui. Voilà. Alors, si vous permettez de présenter Perle Magali, oui. Qui chante, les voix splendides, avec une tessiture depuis alt jusqu'à soprano colorature. Véronique Doxé aux flûtes, une flûtiste phénoménale. Et Louise Aimé Césaire en violoncelle, et très talentueux violoncelliste, en plus qu'il improvise et qui joue sur le violoncelle à façon complètement surprenante, parce qu'il traite aussi comme la percussion, alors, et comme contrebasse également, parce qu'il joue aussi comme les musiciens dans les bandes de jazz, on appelle cette technique pizzicato en fait, voilà. Bien, le rendez-vous est pris donc jeudi 16 mai au Ciné-Théâtre du Lamentin à 19h30 et un beau spectacle avec ce quatuor. On termine avec tout de suite la chronique du jour, c'est Magali Marcin et c'est parti.
Bien, bonjour, nous sommes mardi et le mardi c'est Numéramag et bienvenue dans cette émission spécialement dédiée aux enjeux du numérique. Aujourd'hui nous avons abordé un sujet très sensible d'actualité puisque c'est le cyberharcèlement et avec nous Magali, bonjour. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous. Bonjour téléspectateurs de Canal 10. Magali qui est spécialiste des environnements et des technologies. Magali, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce sujet est important, mais avant on regarde le générique. Oui, le cyberharcèlement. Bien, Danick, le cyberharcèlement est un phénomène préoccupant qui touche de plus en plus de personnes. C'est pour ça que je voulais l'aborder aujourd'hui, pour rendre aguerris, bien entendu, nos téléspectateurs de Canal 10 et en particulier les jeunes. Et il est essentiel aujourd'hui de comprendre le phénomène, le mécanisme et de savoir comment prévenir et agir pour nos victimes. Oui. Mais quelles sont ces différentes formes de cyberharcèlement? Alors, le cyberharcèlement, déjà, c'est une forme de harcèlement, mais qui se produit essentiellement en ligne, via les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les plateformes instantanées comme WhatsApp, pour ne pas les nommer, les messageries, il se caractérise par des comportements agressifs, répétés, visant à humilier et intimider et isoler les victimes. Alors, parmi les différentes formes de cyberharcèlement, si on peut afficher à l'écran, il y a différentes formes de cyberharcèlement. On a le happy slapping. Il s'agit de filmer ou de photographier une agression physique, puis de diffuser le contenu en ligne. On en a vu ce week-end au niveau de WhatsApp. Le revenge porn, c'est une diffusion sans le consentement de la personne concernée par des vidéos et des photos à caractère sexuel à but de nuire. Et le doxing, qui est une pratique qui consiste à révéler et à diffuser des informations personnelles pour sensibiliser sur quelqu'un afin de l'exposer à des menaces ou des agressions. Et enfin, on a le cyberstalking qui désigne le harcèlement en ligne d'une personne, par exemple en lui envoyant des messages insistants, en la surveillant sur les réseaux sociaux ou encore l'autre phénomène en usurpant son identité. Alors, surtout le cyberstalking, lorsqu'on a affaire à ce phénomène, on peut bloquer la personne et elle revient avec un autre nom pour, pareil, vous cyberharceler. Oui. Mais alors, ces comportements, ils sont particulièrement alarmants. Est-ce que, Magali, il y a des chiffres sur ces... Alors oui, on a des chiffres. D'après l'UNICEF, on a un tiers des jeunes dans 30 pays, dont la France, qui ont subi du cyberharcèlement. Alors, Pew Research a noté que 59% des adolescents américains, mais on va dire que c'est pratiquement la même chose en France, ont également été ciblés. Et les jeunes filles entre 14 et 18 ans sont particulièrement vulnérables, souvent harcelées par des commentaires sexistes ou sexuellement explicites. Oui. Alors, on va voir un petit peu le segment 3. C'est effectivement très inquiétant. On imagine difficilement l'impact sur les jeunes. Alors aujourd'hui, selon l'Organisation mondiale de la santé, les victimes de cyberharcèlement sont de plus en plus susceptibles de développer des dépressions, des baisses des résultats scolaires. Donc, parents, si vous voyez que vos enfants ont une baisse de résultats scolaires, inquiétez-vous. On a aussi des comportements d'anxiété ou encore des risques accrus de pensées suicidaires. Et malheureusement, l'actualité nous montre, Danick, que certaines personnes, certains jeunes passent à l'acte. Et c'est aussi triste et dramatique parce qu'aujourd'hui, des études révèlent qu'un seul jeune sur 10 avertit son parent ou avertit les autorités compétentes qu'il est cyberharcelé. Un jeune sur 10. Ce n'est pas beaucoup. On peut prévenir le cyberharcèlement. Justement, j'allais dire, est-ce qu'on peut prévenir? Exactement. Alors, la prévention, bien entendu, passe par l'éducation et la sensibilisation, ce que nous faisons aujourd'hui dans Numéramag. La sensibilisation et l'éducation, indiquer à un jeune de ne pas publier n'importe quoi sur les réseaux sociaux, les bonnes pratiques à adopter en ligne, encourager à réfléchir avant, justement, de publier. Les jeunes filles, surtout, qui publient des contenus un peu dénudés, en maillot de bain, etc., peuvent faire face au cyberharcèlement, puisque, justement, les harceleurs, les cyberharceleurs considèrent ça comme un appel. Ce n'est pas forcément le cas, mais malheureusement, c'est le cas. Et les parents et les éducateurs ont un rôle essentiel à jouer dans cette éducation numérique. Nous l'avons vu dernièrement avec le temps d'écran. Il y a le temps d'écran à limiter pour nos jeunes, mais il y a aussi à surveiller ce qu'ils publient et ce qu'ils regardent aussi et leurs actions sur les réseaux sociaux. Parce qu'un jeune peut très bien être en train d'harceler un autre jeune. Alors...
Les options légales. Oui. Les options légales dont nous disposons. La question, les options légales, c'est important ça. Hein? Exactement. Alors les victimes peuvent bien entendu porter plainte avec des preuves comme des captures d'écran, donc ne pas effacer les preuves de cyberharcèlement, les attaques, c'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui vous écrit des propos injurieux, ne les effacez pas, gardez ces preuves-là. Les autorités peuvent intervenir rapidement et les plateformes en ligne peuvent coopérer. On a des outils de signalement justement. Alors les étapes justement à suivre concernant le cyberharcèlement, si vous êtes cyberharcelé bien entendu, alors comme je disais tout à l'heure, sauvegardez les preuves. Ouais. Gardez toute preuve de cyberharcèlement. Ne vous sentez pas forcément fautif à être cyberharcelé. Si effectivement vous avez déjà notifié à la personne « arrête de me parler, je ne veux plus entendre parler de toi » ou des messages de ce type, imprimez-les, gardez les captures d'écran. Ensuite, bloquez le harceleur. Ça lui permettra justement d'éviter de continuer. Donc, vous avez sur Facebook ou sur WhatsApp, ou sur Messenger, ou sur TikTok, signaler, le bouton signaler qui est souvent visible, vous signalez la personne de façon à ce que la plateforme le bloque. Ensuite, vous avez une plateforme qui s'appelle Pharos sur Internet, en France, qui est justement dédiée au signalement d'actions négatives sur Internet. Donc, vous avez un bouton tout simplement qui vous met signaler. Ensuite, cherchez du soutien. La plateforme Pharos vous dira effectivement si vous devez porter plainte ou pas. C'est vous qui voyez. Cherchez du soutien auprès de parents ou d'autorités compétentes. Et à ce moment-là, vous verrez si c'est un jeune, s'il va porter plainte ou pas. Alors, ce sont des conseils très précis. Cela semble être des mesures essentielles pour se protéger. Alors, si on peut voir la plateforme Pharos, juste l'afficher à l'écran, la plateforme Pharos, justement, est super simple. Vous tapez harcèlement ou signalement, voilà. C'est un site de signalement. Signalement internet, signalement.gouv.fr. C'est assez simple, l'adresse internet-signalement.gouv.fr. Et vous voyez la page qui apparaît, la page que vous voyez à l'écran qui apparaît. Et vous cliquez sur le bouton signaler le contenu. Après, il y a des étapes à suivre qui sont assez simples. D'accord. Ben, écoutez, merci Magali. Mais enfin, je voulais juste préciser quelque chose. Récemment encore, on parlait de ne pas donner des portables à des enfants de moins de 13 ans. Exactement. Oui, parce que ça aussi, beaucoup de parents se rendent compte que, on donne un portable à un enfant de 8 ou 9 ans, et ça aussi... C'est trop tôt. C'est trop tôt. C'est clairement trop tôt pour donner un portable à un enfant. Et on peut même aussi surveiller le portable de son enfant. Exactement, avec les différents outils, Family, je ne sais plus, sur Google, ou même avec l'iPhone, on peut surveiller. Ne laissez pas le portable dans la main de l'enfant sans surveillance. Et ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que l'enfant peut avoir un comportement déviant en allant sur des sites qui ne sont pas de son âge, mais l'enfant peut aussi être harcelé sans le dire à ses parents. Voilà. Ben, merci Magali pour toutes ces informations. Et si vous avez raté le début, vous avez la possibilité de revenir sur le Facebook de le canal, ou alors de toute façon, je sais sur le YouTube de Numéramac. De Numéramac, ce sera visible. Merci Magali, à très bientôt. À bientôt. Ben, on continue le ZCL. Ok, ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui avec un tout petit peu de retard. Je rappelle très rapidement qu'on a reçu Tamango et Lena Blou en début d'émission. Nous avons reçu aussi Tessiva qui sera au Festival Terre de Blues samedi. Lena Blou, c'est ce jeudi qu'elle reçoit sa labellisation de la fabrique. C'est un moment important. Tamango, lui, en masterclass. On a reçu aussi Barbara Montpierre qui est encore là avec nous, qui nous a dit comment rompre l'isolement et ne pas tomber dans la solitude. Jean-Luc Séligné et Mariam Gembe étaient aussi là pour ce rendez-vous de jeudi à Taonaba pour l'agrotransformation et la gestion des déchets. Et on a reçu avec plaisir aussi Thomas Zibensky, pianiste avec son quatuor, ce soit jeudi au Lamentin. Et on a terminé avec Magali Marcin. Très rapidement les titres qu'on a eu le temps de dérouler aujourd'hui. Ce qu'on a vu, on a parlé de la déclaration d'impôt, comment bien la faire avec le CRIJ. Donc un atelier avait été organisé pour permettre aux jeunes de bien déclarer leurs impôts. On a parlé aussi de dispositifs Papi et Mamie Trafic sur la ville de Bémao, ainsi que de l'aménagement de la plage de Anse-Bertrand, donc la plage de la Chapelle. Et les autres sujets seront traités plus tard. Ce soir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à partir de 12h30 pour une nouvelle session du ZCL News. Merci d'être avec nous.